Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bonsoir. Ici Mac Deschamps pour le Bonnet des Patriotes. Alors ce soir, je suis en compagnie de Victor Rumilly. Bonsoir Victor. Bonsoir Mike. As-tu été docile et obéissant cette semaine? Comme tout le monde, comme tout le monde. On n'a pas eu le choix, Ouais. il fallait être obéissant. Sinon la police débarque. Apparemment la police donne Grand-maman des tickets. Guilbeault va être contente. Grand-maman Guilbeault va être contente. Ouais, c'est ça. Apparemment on pourra peut-être faire cette petite parenthèse très rapide avant de commencer le sujet de l'émission, mais apparemment c'est la réflexion que je me faisais. Et les policiers sont moins sur la route parce que bon, il y a beaucoup moins de voitures. Par contre, ils sont pas mal plus dans les parcs à donner des tickets aux gens qui sont en attroupement illégal. Oui. Ben, ils écoutent les consignes du gouvernement. Hein. Bah, il faut La faire de l'argent. vice-première ministre a été très claire. C'était lundi de la semaine passée. Soyez dociles et obéissants. Ouais. C'est à se demander si jamais les gens respectaient tout ça à la lettre, si la police irait pas en faillite. Ah non, mais bon. Alors ce soir, on va entamer notre émission pour la troisième partie sur coronavirus, mondialisme, quel destin. On va partir sur le sujet de la géopolitique, mais avant ça, on va faire une petite parenthèse, puisque comme on l'a dit dans la dernière émission, l'actualité avance assez vite. Et puis, lorsqu'on fait les émissions, il y a des choses qui se disent qu'on n'a pas forcément mentionné dans ce qu'on disait. Donc on fait des petits rappels. Donc Victor, tu as quelques petits rappels à nous faire? Oui, donc ça va avoir un lien un peu avec la géopolitique et le sujet aujourd'hui. Évidemment, bon, moi, c'est les trois sujets que j'aborde. Je dirais c'est des dommages collatéraux. D'accord. De la géopolitique, mais aussi on peut considérer que ça va causer des dommages sur le plan géopolitique. C'est-à-dire que les trois sujets qui sont la création monétaire et l'inflation, bon, ça c'est vraiment le premier sujet que les stratèges géopoliticiens, c'est sûr qu'ils vont prendre en compte ce qui se passe en termes de création monétaire. Ça a un impact, mais direct sur la géopolitique. Je vais reprendre un peu les explications d'un professeur d'économie qui est spécialiste des politiques monétaires à l'Université Laval, Stephen Gordon. Bon, dans son cas, ce serait un peu surprenant de parler de conspirationnisme. Il a en quelques mots expliqué la création monétaire, mais on a un point de vue un peu différent. Mais les explications sont tout aussi pertinentes. Même si pour lui, il ne voit pas aucun problème, nous, on voit un problème. C'est la seule différence. Bon, il dit, quand un gouvernement veut ou doit faire un déficit, il contracte une dette de deux façons. En empruntant de l'argent à de grandes institutions financières ou en émettant des obligations pour le public. En raison de l'incertitude sur les marchés financiers, les gouvernements n'arrivent pas à vendre leurs obligations. La Banque du Canada, notre banque centrale, crée de l'argent ex nihilo, à partir de rien, pour acheter ses obligations. La Banque du Canada achète et vend des obligations canadiennes régulièrement au cours de ses activités normales. C'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'ampleur des achats et le fait que la banque a aussi commencé à acheter des obligations provinciales. C'est-à-dire avant, c'était fédéral uniquement, là, ça commence à être provincial. Le risque de la création monétaire est l'inflation. Comme l'économie n'a pas recommencé à tourner normalement, l'inflation est encore basse. Stephen Gordon, il dit pour l'instant, c'est pas un problème, mais ça pourrait venir éventuellement. Que causerait l'inflation? La réponse, la baisse du pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'avec la même argent, vous ne pourriez pas acheter autant. Aujourd'hui, comme une bonne partie des transactions se déroulent via la carte de crédit, on n'assisterait pas à des scènes comme celles des gens qui traînent des brouettes de monnaie pour aller faire leur épicerie. Scène aperçue lors de l'hyperinflation allemande de 1923 qui a donné suite au traité de Versailles. Mais c'est sans doute ce qui image le mieux une inflation extrême. À noter que l'hyperinflation allemande
a eu lieu 4 ans après la grippe espagnole. Donc, c'est juste pour situer dans le contexte, ça veut dire que peut-être que l'inflation peut venir bien après les problèmes qu'on a en ce moment. À l'époque, c'était le traité de Versailles qui causait problème, qui a sans doute créé un peu l'hyperinflation allemande. Bon, c'est des questions de spécialistes, là. Moi, je m'embarque pas là-dedans. C'était juste pour vous montrer, il y a des gens qui se sont promenés avec des brouettes de monnaie pour aller faire leur épicerie, pour vous dire à quel point il y avait un problème dans l'économie. Les gens n'avaient plus de pouvoir d'achat, avec l'argent qu'ils avaient, ils ne pouvaient à peu près plus rien acheter. Leur argent, le marque, ne valait plus rien. Bon, comme je l'ai dit, la différence entre l'explication de M. Warden et la nôtre, c'est que lui ne fait qu'expliquer, il n'alarme pas. S'il n'y a rien d'inquiétant dans ce qu'il explique, il y a quelque chose que je ne comprends pas personnellement. Avec une telle création monétaire, restez zen à de quoi d'encore plus inquiétant. Au moins, la population, on peut lui dire, on peut comprendre on peut lui donner comme prétexte qu'elle ne sait pas ce qui s'en vient, mais à la minute qu'on crée de l'argent, éventuellement, il va y avoir inflation et éventuellement, ce que vous avez dans votre compte en banque ne vaudra plus grand-chose. Fin du premier sujet. Deuxième sujet, la compagnie Gilead Science. Je vais présenter un peu qu'est-ce qu'est Gilead Science, qui veut votre bien et qui va probablement l'avoir un jour ou l'autre. Gilead Science Inc. est spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits thérapeutiques. C'est comme ça qu'ils se présentent sur leur site Internet. Bon, leur source de revenus se répartit comme suit. La vente de médicaments à 98,5%. C'est clair. Et dans ce 98,5%, une grande partie est destinée au traitement du VIH, du virus de l'hépatite B et du virus de l'hépatite C. Et autres comme la rétinite à cytomégalovirus et le sarcome de Kaposi, avancé résultant du VIH. Bon. Autrement dit, les traitements pour le VIH font une grande partie de leur revenus. Et avec il y a eu certaines vidéos qui ont remis en question beaucoup les médicaments pour traiter le VIH. Je laisse ça aux médecins ou aux experts, mais il peut vraiment avoir des doutes sur une compagnie qui fait son profit sur des traitements sur le VIH. Bon. Gilead Science apparaît être la plus grande pharmaceutique cotée en bourse, avec la capitalisation boursière d'1 milliard. Une hausse de 21,9% en bourse depuis le 1er janvier. Ce qui apparaît quand même bien. Là. Je ne le cacherai pas. Là. Moi, je ne suis pas un expert du tout là-dedans. Je vous dis, les chiffres sont positifs pour Gilead Science. C'est tout ce qu'il y a à dire. Bon, à qui appartiennent les actions de Gilead Science? Ça devient intéressant. À des compagnies comme The Vanguard Group, Capital Research and Management Co., Putnam LLC, Capital Research and Management, SSGA Funds Management, BlackRock Fund Advisor. Donc, presque 40% et peut-être même plus des actions de Gilead sont détenues par des organismes de gestion de fonds de pension et des fonds de mutuelle, gestion de portefeuille. C'est-à-dire que si vous placez de l'argent à la banque, non. Si vous placez de l'argent à la banque, ces gens-là, ces compagnies-là servent d'intermédiaires entre la bourse et le petit épargnant. Des fois, c'est pas le petit épargnant, c'est peut-être plus des gros épargnants, mais bon, grosso modo, c'est les gens qui s'occupent de placer votre argent, qui sont les principaux actionnaires de Gilead Science.
Bon, le but de ces compagnies, je vous apprendrai rien, est de faire de l'argent aux épargnants. Et un peu à eux aussi. Donc, est-ce que ces compagnies achèteraient des actions d'une compagnie déficitaire? Même momentanément, évidemment, ça apparaît peu plausible. La priorité d'une compagnie cotée en bourse est donc de faire de l'argent, non seulement de faire de l'argent, mais aussi de maintenir une valeur boursière élevée, faire en sorte que des compagnies de gestion de portefeuille et fonds de pension fassent elles aussi de l'argent pour que les épargnants fassent de l'argent. Vous comprenez un peu que c'est un cercle vicieux. Là-dedans, il n'y a pas d'humain indépendant qui peut dire « Ah, non, moi, je veux pas ça. Non. Tu as des responsabilités, fais-nous faire de l'argent. » C'est à peu près comme ça que les actionnaires le voient, c'est comme ça que les épargnants le voient. Je veux dire, si vous avez des épargnes et que les taux d'intérêt, pas les taux d'intérêt, mais les revenus sont pas bons, à quoi ça sert d'épargner, de placer cet argent-là dans ces compagnies-là, à l'aide de ces companyies-là. Bon, pour conclure, ce petit fait divers, parce que, bon, évidemment, je vous ai parlé de Gilead Sciences qui voulait commercialiser le Remdesivir. Remdesivir, ouais. Oui, le Remdesivir. Bon. Et puis, c'est une compagnie aussi qui s'est servi de gens qui rémunèrent pour parler contre le professeur Raoult, pour dire que la chloroquine, c'était pas bon, tout ça, il faut notre médicament à nous. Ils ont fait leur recherche qui est payée par leur propre compagnie, tu sais. Puis c'est drôle parce que lorsqu'il y a des résultats positifs, on voit en bourse que la valeur des actions monte à chaque fois. On peut avoir un certain doute sur la volonté de faire le bien avec ce médicament. Je vais me permettre de trouver un peu ironique que des compagnies qui s'occupent de fonds de pension investissent dans des médicaments dont on peut douter qu'ils fonctionnent et qui sont parfois même nocifs. Quand la grande majorité des clients ont un âge avancé, les investissements pourraient faire en sorte que peu de gens atteignent cet âge avancé. Vous comprenez l'ironie un peu. Il s'agit du meilleur du capital qui se tire le meilleur exemple du capital qui se tire dans le pied, pour ne pas dire qu'il s'auto-invalide. C'est le capital qui s'auto-invalide, comme dirait Francis Cousin. C'est-à-dire que c'est une compagnie qui fournit un médicament qui pourrait rendre malade, mais c'est en rendant malade les gens qu'ils font de l'argent. Vous comprenez un peu... et éventuellement, il y aura... En tout cas, ils vont éliminer des investisseurs, peut-être. Enfin, ironie un peu... c'est pas pour rire des gens, c'est juste le système qui commence à avoir quelque chose d'un peu patenté et bric-à-brac qui se retourne contre lui-même. Oui, en tout cas, on pourra inviter nos auditeurs, s'ils le veulent bien, à aller jeter un œil sur, par exemple, la page Wikipédia de Gilead Sciences. En lisant la page, on voit vraiment que c'est une compagnie très louche qui traîne des casseroles depuis longtemps, quoi. Ils sont mêlés à plusieurs scandales, il y a plusieurs choses, donc nos auditeurs peuvent, s'ils ont envie, aller jeter un coup d'œil sur la page, aller voir ce qui est écrit, ça vaut le détour. Oui, exactement. Je pense que l'ancien secrétaire à la défense, c'est un secrétaire à la défense. C'est quelqu'un qui s'occupe de la défense nationale, a été président d'une pharmaceutique, qui est Gilead Sciences. C'est un peu bizarre, là. Donc tu parles là de Donald Rumsfeld, c'est ça? Oui, Donald Rumsfeld, exactement. Bon, ensuite, on va conclure avec la bureaucratie exagérée. La bureaucratie, c'est le meilleur moyen qu'aucune décision ne se prenne. C'est aussi le meilleur moyen de vendre des antidépresseurs, parce que les entrepreneurs qui ouvrent leur commerce cette semaine et la semaine prochaine ne savent pas où donner de la tête.
qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui ne l'est pas. Les gens sont méfiants. Bon, les gens qui dénonçaient eux-mêmes leur virus ont attendu longtemps avant d'être testés. Bon, là, c'est pour la partie bureaucratie en santé. Des tests requis pour être hospitalisé. Il fallait consulter les 12 paliers gouvernementaux, non mais j'exagère, là, pour en arriver à un consensus sur la maladie. Les témoignages de malades, dont celui de l'ancien joueur de hockey Georges Laraque, donnent l'impression que la priorité était de soigner le coronavirus et non le malade. Ouais. C'est-à-dire qu'il fallait que ce soit le coronavirus, sinon on ne veut pas te voir à l'urgence. Et bon, Georges Laraque, lui, c'est le coronavirus dans son cas, mais ils n'ont pas voulu l'accepter au début. C'est très particulier. Ah. Bon, on se croirait dans la maison qui rend fou des 12 travaux d'Astérix, dans laquelle le laisser-passer entre A38 est transformé en virus A38. Là. Vous n'avez pas le virus A38, hein, allez vous faire soigner ailleurs. Au travers de tout ça, vous avez des syndicats qui tentent de négocier des augmentations salariales, comme si c'était le temps de négocier. Vous avez, par exemple, les Gaspésiens. Ah oui, c'est un titre, c'est une ligne d'article. Ils se posaient la question, est-ce que les Gaspésiens peuvent aller ou non faire leur épicerie à Campbellton? Bon, pour ceux qui ne savent pas, il y a une frontière entre le Nouveau-Brunswick et la Gaspésie. Et bon, c'est une question. Puis le premier ministre du Nouveau-Brunswick, bon, il assurait que les Québécois qui vivent près de la frontière pouvaient aller faire leur épicerie à Campbellton. Il y a eu une résidente de Pointe-à-la-Croix qui est juste sur le bord de la frontière, qui soutient, elle, qu'il y a un policier qui lui a interdit de faire son épicerie à Campbellton. Bon, ça, c'est le genre d'affaires qui va arriver. Là, il y a aussi il y a des travailleurs de 60 à 69 ans, de la petite enfance, puis d'école, qui devront rentrer au travail lundi prochain. Ben, ces mêmes travailleurs-là ne pourront toujours pas voir leurs petits-enfants à eux. Ouais, c'est... Ouais. Il y a des ironies il y a des contradictions totales dans le déconfinement. Mm-hmm. Ensuite, bon, ça va être ces conneries-là, ces chamaillages-là, ces pertes de temps inutiles qui nous attendent à la fin du confinement. Pendant ce temps, ben, l'hyperclasse, les bons de la finance, les humanitaires de tout acabit, ben, sont copains comme cochons. Ils manipulent nos politiciens comme bon leur semble. Nos politiciens qui sont dans l'incapacité d'être prévoyants parce que leur mandat dure 4 ans devraient finir par comprendre ce qui leur arrive. Mais non. Puisqu'ils ont ouvert la boîte de Pandore, ils ne pourront pas la refermer. Bon nombre de personnes en autorité ne sont pas capables de faire confiance au jugement de la population. Madame Guilbeault est un parfait cas de gens qui donnent des injonctions puis des formes d'ordre strict et comme si les gens ne pouvaient pas faire la part des choses pour eux-mêmes, n'avaient pas des situations à eux dans lesquelles il y a juste eux qui peuvent savoir comment ça fonctionne. Bon, ces gens-là, ces politiciens-là, sont incapables de se dire que le commerçant qui exagère le manque de sérieux des mesures d'hygiène, par exemple, pourrait perdre des clients. Ce qui la plupart du temps, cette logique-là, la plupart du temps, ça le force à obéir comme presque un petit chien. Là. Je veux dire, c'est pas par mépris pour les commerçants, c'est juste que le client a raison aujourd'hui. Donc, vous ne verrez pas de commerçants commencer à prendre des risques. Je veux dire, moi, je vois pas ce que le gouvernement a à faire dans ce genre d'affaires-là. Bon, évidemment, l'obéissance du commerçant, des commerçants en ville et dans les petites villes de province, les petits villages de province, c'est pas la même chose. Là. Je veux dire, tout le monde se connaît dans un village.
bon, c'est évidemment pas la même chose. Comme il y a plus de monde qui peuvent aller, bon, c'est des réalités totalement différentes. Donc, c'est bon, il faut faire la part des choses. C'est-à-dire que aujourd'hui, on en est presque rendu à croire que un politicien qui a fait toute sa vie dans des professions libérales en ville, au centre-ville, mettons, de Montréal. Bon, Québec, c'est quand même encore petit, là, mais je veux dire, mettons, au centre-ville de Montréal, ne peut pas comprendre ce qu'est la campagne. Puis quand une personne envoie des consignes à la population en campagne, ça marche pas. Ça ne fonctionne pas, les gens ne captent pas. Bon, je peux vous dire avec certitude que la tergiversation, le niaisage, en mots plus familiers, du gouvernement Legault suscite une certaine colère dans les régions qui réunissent par ailleurs une bonne partie de ses électeurs. La seule raison qu'ont encore les gens de région de voter pour Legault, c'est l'absence totale d'opposition. C'est parce que les gens sont en colère. La stratégie géopolitique du moment consiste aussi à s'assurer que la population a des bâtons dans les roues, qu'elle ne puisse prendre aucune décision. Okay. Donc, c'est ce qui conclut un peu mon exposé. D'accord. Merci Victor pour ces informations, pour cette petite revue de l'actualité. J'étais obéissant, Mike. Toujours. On n'a pas tellement le choix. Oui, exact. Donc merci Victor pour ces informations fort utiles. L'actualité avance très très vite, donc forcément il y aura toujours des petites choses comme ça ajoutées. Là on verra ce qui va se passer au niveau du déconfinement, ça va être toute une surprise. Et c'est sûr que l'actualité risque d'être encore riche d'informations. Donc je vais continuer là-dessus en entamant le sujet de l'émission qui était la géopolitique. Donc je vais commencer par l'actualité. L'actualité de la géopolitique qui n'est pas super riche. Disons que ceux qui sont pour une gouvernance mondiale actuellement se font plutôt discrets. Sur le plan politique, sur la scène internationale, bon, on a vu qu'il y avait des petites tensions entre la Chine et les États-Unis. Certains pays ont demandé des dédommagements à la Chine. Il y a les États-Unis qui disent, enfin Donald Trump dit j'ai des preuves comme quoi il y a quelque chose de louche qui s'est passé en Chine. L'autre côté on répond si vous avez des preuves donnez-les nous. Et puis bon c'est un match de ping-pong qui a commencé, puis on verra comment ça se terminera, mais c'est du grand classique quoi. Donc au niveau de l'actualité, on a eu deux personnages, un important, un peu moins, qui se sont prononcés en faveur d'un gouvernement mondial. Donc on a eu d'abord Gordon Brown, qui est l'ancien Premier ministre travailliste au Royaume-Uni, qui lui a appelé pour un gouvernement mondial temporaire en fait, pour lutter contre le coronavirus et contre la crise économique. Donc en cherchant bien dans les listes, on sait que M. Brown a fréquenté le Bilderberg pendant un certain temps. Donc bon, il n'y a rien de très très surprenant dans ce genre de déclaration là. On a eu aussi Monsieur Kissinger. Donc Monsieur Kissinger, on le présente plus. Hein. C'est le vieux de la vieille. C'est le mon oncle qui se pointe à chaque anniversaire avec son masque. C'est le clown qui vient avec le même masque à chaque année à la même fête. On ne le présente plus. Il fait quasiment partie des meubles. Alors Kissinger, on peut juste dire un petit truc sur lui de manière très très ironique. Monsieur Kissinger est connu pour une chanson qui a fait un hit. Et puis c'est le même hit qui joue depuis 60 ans. Soit la promotion de la gouvernance globale. Ce monsieur-là n'a jamais changé de refrain. C'est à chaque fois qu'il y a une intervention
assez importante au niveau de la géopolitique. Monsieur Kissinger donne son avis et parle toujours de gouvernance mondiale en fait. C'est assez drôle quand même. Bon, il y a des gens qui commencent un peu à le voir comme quelqu'un d'un petit peu sénile parce il avance quand même en âge, hein, il est plus très très jeune. Mais bon, c'est assez drôle de voir un personnage qui, à chaque fois qu'on lui demande quelque chose, ne peut pas s'empêcher d'évoquer la gouvernance mondiale. Donc là, c'est sûr que la gouvernance mondiale, dans le cadre d'une pandémie entre guillemets de Covid-19, bah c'est l'idéal, hein, c'est le moment ou jamais. Donc Monsieur Kissinger s'est prononcé il n'y a pas très longtemps pardon, dans le Wall Street Journal. Euh, il a dit que le coronavirus allait modifier à jamais l'ordre mondial. Mais Monsieur Kissinger ne fait pas partie enfin il fait partie de l'élite mondiale évidemment, mais c'est pas ses idées qui sont en vogue actuellement. Parce que Monsieur Kissinger aimerait bien une chose, il aimerait bien quand même que les démocraties puissent continuer à défendre et préserver les valeurs qu'elles ont hérité des Lumières. Là, je le cite, hein. Donc, les valeurs qu'elles ont héritées des Lumières, ça veut dire que on parle ici du libéralisme libertaire, hein. C'est un peu ça. Là, on va voir avec ce que je vais vous présenter ce soir que l'élite qui a la parole actuellement, qui se met un peu en avant, et on le voit avec Bill Gates, c'est pas l'élite du libéralisme libertaire. Même si ça a quand même quelques petites apparences, parce que Monsieur Bill Gates est loin d'être le philanthrope qu'on pourrait imaginer. Je veux dire, c'est même, tu parlais tout à l'heure des politiques, de la façon de réagir de certains politiques, et là on a vu dernièrement, pour reprendre l'actualité, que Trudeau a accueilli Bill Gates. Enfin, peut-être qu'ils se sont vus à distance, mais c'est quand même, on peut se demander un peu si ces gens-là ont toute leur tête, quoi. C'est pas difficile à vérifier que Bill Gates traîne aussi des casseroles. Comme la compagnie Gilead Science, le gars il investit dans l'armement, dans la malbouffe, dans les OGM. Et si je me trompe pas, Bill Gates a rencontré Epstein aussi. Oui, exactement. Ils ont été pris en photo. Ouais. Il y a toute une histoire sur laquelle je reviendrai dans une autre émission. Je vais faire une émission sur ce que je vais expliquer maintenant un petit peu. Je vais résumer ça, le malthusianisme. Et j'évoquerai ça un peu plus en détail. Mais effectivement, ce sont des gens qui traînent des casseroles, et c'est un peu bizarre. On peut se demander vraiment si des gens comme Trudeau ont toute leur tête. De donner autant de crédit à un personnage finalement qui est aussi controversé. Et là, on a vu des journalistes dans les dernières semaines qui, autant du côté francophone que du côté anglo-saxon, qui se voyaient étonnés de voir autant d'attaques contre Bill Gates. Mais bon, Bill Gates donne un peu le bâton pour se faire battre, hein. C'est-à-dire qu'il il a fait tellement de trucs, il fait tellement de choses qui vont à contresens de ce que les gens aimeraient voir, que bon, finalement c'est pas étonnant, quoi. Puis bon, comme on le dit, sans aller trop loin dans des théories, le monsieur investit dans toutes sortes de choses, donc c'est complètement contradictoire, quoi. Comment prétendre faire de la philanthropie, vouloir aider le monde, et en même temps investir dans l'armement, dans les OGM, donc bon, c'est un peu bizarre. Donc je vais aussi évoquer un article qui est sorti. Il y a un magazine aussi qui en manque pas une, hein, qui à chaque fois qu'il y a des événements particuliers, il s'empresse aussi de parler de nouvel ordre mondial, un petit peu comme Monsieur Kissinger. Ils sont obsédés par ça. C'est le magazine anglais The Economist. Alors eux, ils ont fait encore un article dernièrement où ils parlaient du nouvel ordre mondial. Alors c'est assez étrange d'ailleurs, parce on l'a pas sorti sur le site, mais il y a quand même une revue qui est sortie. Je crois que c'est la revue du mois de mars, The Economist. Et c'est assez intéressant quand même. On sait que The Economist font qu'on appelle ça, des couvertures de leur magazine très particulières. On a eu dans les années 80, on l'avait dit dans la dernière émission, un aigle qui était debout sur des dollars en feu. Et puis bon, voilà, on a annoncé une nouvelle monnaie mondiale pour 2018. Alors la revue du mars 2020,
est assez étrange. Je sais pas si tu l'as vu, Victor? Ouais, je l'ai déjà vu. C'est un chien qui est promené par son maître et un maître qui est promené par une main qui descend du ciel. Donc Ah non, c'est pas celle-là que j'ai vu. Ok, oui, ouh. Ouais. ça, c'est un peu bizarre. Et c'est dans ce magazine-là qu'on évoque la gouvernance globale, mais c'est un peu étrange comme idée, quoi. Donc on voit un chien avec un masque qui est promené par un maître. Le lien se fait pas naturellement. Non, c'est ça. Je sais pas, c'est-à-dire que quand je pense à quelqu'un qui promène son chien, je ne pense pas à gouvernement global, gouvernance mondiale. Sauf que le maître est promené par une main qui descend du ciel. Donc, ouais, ok, Dieu, ouais. Donc tu vois, tu as une main qui descend du ciel, qui promène le maître et qui, à son tour, lui, promène son chien. Donc le chien, est-ce qu'on pourrait voir que le chien pourrait être le peuple, le maître serait les chefs d'État et la main, un gouvernement supranational? Je ne sais pas. On peut donner toutes sortes de définitions à ce truc-là, mais bon, voilà, The Economist est toujours un peu bizarre, il nous sort toujours un petit peu des trucs farfelus comme ça. Mais c'est de l'humour anglais aussi, peut-être. Oui, peut-être. Mais c'est vrai qu'actuellement, avec tout ce qui se passe, les gens ont besoin de rire un peu, quoi. Ouais. Donc là, je vais accrocher un sujet pour essayer un peu de comprendre ce qui se passe. Encore une fois, on l'a dit dans les dernières émissions, on parle pas d'une vérité absolue, hein. Ça reste toujours des théories, mais basées sur des faits réels, ce qui pourrait nous donner certaines indications quant à la direction de la géopolitique ou de la direction que les sociétés démocratiques vont prendre après le coronavirus. Donc, ce qui peut mettre la puce à l'oreille, on en avait parlé dans une émission, je crois qu'on avait parlé dans la première émission, ce qui peut mettre la puce à l'oreille, c'est le fameux rapport du Club de Rome en 1972. Donc pour présenter le Club de Rome très rapidement, c'est un think tank européen qui a émergé dans les années 70, fin 60, début 70, dont absolument tous les membres sont des anciens ou des gens qui ont continué de fréquenter le club Bilderberg. Donc ça se voulait être des gens issus de tous les milieux, de tous les domaines de professions différentes, dans la science, dans la politique, dans la médecine, enfin ça regroupe toutes sortes de gens avec une certaine vision. Donc c'est une vision que moi je qualifierais de malthusienne. Donc je vais m'expliquer là-dessus. Alors le rapport qui a été émis par le Club de Rome en 72, qui s'appelle le rapport Meadows, indiquait clairement, bon c'est un gros bouquin, hein, c'est de 300 pages quand même, c'est bon. C'est pas le genre de rapport ou de bouquin qu'on a envie de lire, quoi. Mais bon, quand on veut comprendre les choses, des fois faut quand même passer un petit peu au travers. Donc c'est le bouquin le rapport qui venait avec des graphiques et qui prévoyait un effondrement de la population aux alentours entre 2020 et 2030. Donc on est pile poil dedans. Donc c'est un peu bon, ça donne un petit peu le ton un petit peu ça donne, disons, des suspicions. Donc si on creuse un peu la question, on s'aperçoit que en fait les gens du Club de Rome sont pas les premiers à être malthusiens, pardon. Donc je vais aller un petit peu vers l'explication du malthusianisme. Alors malthusianisme, ça fait référence à un personnage qui s'appelait Malthus, qui était prêtre, mais qui avait quand même une drôle de conception des choses. C'est-à-dire que sa spécialité, c'était de faire un rapport entre l'économie et la surpopulation. Donc lui disait clairement que tôt ou tard, il y allait avoir un effondrement de la population puisque la production ne suivrait pas. Donc on se retrouverait tôt ou tard face à des famines ou à des problèmes économiques importants puisque finalement lui fait une courbe en fait. Il définit deux courbes, la courbe de la population. Encore une fois, on parle de courbe, hein, comme on en a parlé la dernière fois. C'était un monsieur qui aimait les courbes et il a fait donc une courbe de la population et une courbe de l'économie et il démontre donc
que tôt ou tard, la population prend le dessus et que finalement, il n'y a plus assez de ressources pour pouvoir fournir la population, tant en matière naturelle qu'en nourriture. Bon, on sait depuis ce temps-là, il y a quand même beaucoup de temps qui s'est passé entre les deux. Le bouquin que Malthus avait écrit, qui s'appelle Essai sur le principe de population, a été écrit en 1798. Donc il y a eu pas mal de temps qui s'est passé entre le moment où il a écrit et puis la période qu'on vit aujourd'hui. Donc ça a permis à beaucoup de gens de réfuter sa thèse, entre autres Karl Marx, qui était pas du tout copain avec Malthus, et qui démontre en fait que au contraire ça a peut-être été la vision a peut-être été vraie dans le temps de Malthus au moment où il écrivait le livre, mais finalement la production, l'industrialisation de l'économie a fait que finalement ça a suivi la courbe, donc Marx ne voyait pas du tout ce danger-là. Malthus, il avait trouvé quelque chose et il pensait que ça allait être vrai, donc comme je disais, pour les siècles à venir. Donc il préconisait certaines choses, c'est assez drôle. Comme il était prêtre anglican, il disait ce serait peut-être bien finalement que les gens se marient pas trop vite et qu'ils fassent des enfants le plus tard possible, afin de limiter la population. Ensuite, il avait donné l'avis comme quoi ce serait bien aussi de pas trop aider les pauvres finalement. Lui il montrait que finalement au plus on aide les pauvres, au plus les pauvres font des enfants. Donc on voit déjà là qu'à cette époque-là il y avait une séparation de castes, et ce qui a mené après à d'autres idées par la suite, mais on voit un petit peu l'idée de dire bon, les pauvres font trop d'enfants et il faudrait pas qu'il y ait trop de pauvres quand même, quoi. Et que les riches doivent dominer sur les pauvres. Donc quand Malthus a fait sa proposition de limiter finalement les enfants par des mariages tardifs, il y a des gens qui ont réagi par rapport à ça. Il y a des gens qui admettaient que la théorie de Malthus se tenait en termes économiques et de surpopulation, mais ces gens-là voulaient plutôt passer à la vitesse supérieure. Donc quelques dizaines d'années après, il y a des gens qui disaient bon, Malthus a raison, mais il faut aller un peu plus rapidement, il faudrait mettre en avant la contraception. Donc tranquillement, le malthusianisme a évolué finalement, même si la théorie tenait pas et ne tient plus finalement aujourd'hui. Elle a été finalement le précurseur de certaines idées. Elle a donné entre autres des idées à des gens qui prônaient ce qu'on appelle le darwinisme social. Donc le darwinisme, c'était le fait de dire qu'il y avait une destinée naturelle aux gens et que finalement la mort faisait partie de cette destinée, mais que tout ça était dans le cadre d'un environnement où les gens vivaient, travaillaient et mouraient de fatigue ou de mort plus ou moins naturelle. Ce qui a été agrégé à ça, dans le darwinisme social, c'était de dire que les gens pouvaient aussi mourir d'inégalités sociales, de guerre, de pandémie, et que tout ça, finalement, c'était un peu normal. Donc, toutes ces idées-là se sont agrégées au malthusianisme, ce qui a donné par la suite l'eugénisme. Et donc là, l'eugénisme, on était vraiment dans une étape beaucoup plus sérieuse, où finalement... des gens décidaient, enfin des gens, des élites, un peu les mêmes qu'aujourd'hui d'ailleurs, décidaient de qui avait le droit de vivre et qui devait mourir, qui avait le droit de faire des enfants et qui ne devait pas en faire. Et qui ne viennent pas de la société de lumière, ces élites-là. Exactement, mais il faut faire quand même une distinction, il faut faire quand même une grande distinction. Et c'est là que et merci de me le rappeler, Victor. Je voudrais faire cette distinction que j'aurais dû faire au début de l'émission, au début du sujet que je voulais présenter. Il y a dans le mondialisme, il n'y a pas d'homogénéité, il y a plusieurs vraiment idées différentes qui finissent quand même par se compléter. Mais il y a des idées parfois qui ont l'air de s'opposer. Et entre autres, il y a deux idées vraiment différentes qui sont importantes. Il y a d'un côté justement ce que tu disais, les Lumières. Les Lumières entraînent, on l'a vu avec l'analyse qu'on a pu en faire depuis à peu près 300 ans, les Lumières entraînent vers le libéralisme libertaire, vers
le progrès, le progrès de l'individu. On a confiance en fait dans l'individu et on pense que finalement l'individu peut changer. Il est apte à être reprogrammé et à changer et adopter des comportements totalement différents. D'un autre côté, il y a un mondialisme malthusien, pardon, qui lui ne fait pas confiance à l'individu et ne tient pas forcément à ce que l'individu avance vers le progrès. En fait, on va choisir pour lui, on va dire si finalement il va pouvoir vivre ou pas vivre. Mais il n'y a pas chez les Malthusiens, il n'y a pas cette volonté de reprogrammer les individus. En fait, les Malthusiens veulent garder une caste d'élite avec un minimum d'individus. Contrairement au mondialisme des Lumières qui lui mise plutôt sur un mondialisme où on va avancer vers le libéralisme libertaire et donc sur disons le grand capital quoi et avec le principe de celui qui va baiser l'autre quoi. Mais est-ce que malthusianisme est la continuité du libéralisme libertaire des Lumières? Non, je pense, enfin, je prétends pas être un spécialiste, mais Après avoir foutu le bordel, ça prend des gens pour réglementer ce bordel. Ouais, mais ils sont la différence entre ces deux versions-là, justement, c'est que il y en a un, on va le voir, je vais l'expliquer un peu plus tard, mais il y en a un qui est prêt à sacrifier son économie pour avancer vers son idéal. Alors que l'autre, il est toujours dans la recherche de l'extension économique. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va vouloir absolument mettre le respirateur artificiel sur le capitalisme pour qu'il continue à avancer jusqu'à sa mort, alors que l'autre décide que quand c'est fini, et qu'il faut changer de société. Mais pour changer de société, en fait, ça prendra un nombre d'élus, tant dans le peuple que dans la caste, disons, de l'élite, quoi. Donc je sais pas si j'étais assez clair au niveau du... Oui, je comprends parfaitement. En fait, il y a le malthusianisme, lui ne croit pas que l'humain va changer. Les humains sont comme ils sont en ce moment, ne changeront jamais. Et si on veut changer de quoi, le seul moyen, c'est d'en éliminer une partie. Exactement. Alors que chez les libéraux libertaires des Lumières, il y a toujours moyen d'avancer vers une forme de progrès. Et donc, on va maintenir les gens artificiellement en vie. Les gens vont continuer à se corrompre entre eux, mais il y a toujours espoir d'arriver à quelque chose de positif, sans avoir à tuer personne, enfin. Ou presque. Ou presque, ouais. Ou presque, parce que bon, dans le progressisme des Lumières, on sait que il y a aussi un nombre de victimes incroyables. Je veux dire, il y a des guerres dans le monde entier qui sont toujours faites au nom des droits de l'homme et qui font au passage des milliers, voire des millions de morts, donc sur le temps, évidemment, échelonné sur le temps. Donc bon, il y a un peu de ça, Victor. Effectivement, on peut le voir comme ça. Il y en a un il y en a un en fait qui pense à reprogrammer l'individu et qui va l'utiliser comme esclave jusqu'au bout. Et l'autre n'en veut même pas comme esclave. L'autre dit non, il faut en supprimer une partie parce que le monde ne peut pas avancer avec autant d'individus. Donc c'est ça. Il y avait, donc pour résumer, il y avait le malthusianisme de Malthus qui s'est avéré faux avec le temps. On a vu que le rapport production sur population ne fonctionnait pas. Marx l'a démontré. On a vu ensuite que... La réalité l'a démontré même. Oui, bien sûr, la réalité l'a démontré, effectivement. L'économie n'a pas cessé, même si la population a continué d'augmenter. Hein, exactement. Et puis, il y a une industrialisation de la production qui fait que on en est aujourd'hui à des productions complètement démesurées. Ce qui fait qu'effectivement, ça contredit totalement cette thèse-là. Cette thèse-là donc a avancé vers ce qu'on disait le darwinisme social qui a enfanté l'eugénisme anglo-saxon. Alors tout ça a donné en fait des motifs à certaines personnes, à certaines élites pour avancer dans leur destinée. Alors il y a la famille Carnegie qui s'est assez révélé dans ce genre d'affaires-là. Et puis, il y a les Rockefeller, hein, depuis très très longtemps, en fait, qui sont
qui ont investi, si on creuse un peu la question, on voit qu'ils ont investi à peu près dans tout ce qui va dans le malthusianisme. Donc ils ont investi énormément dans l'avortement, contrôle des naissances, contraception, euthanasie et stérilisation. Rien que ça. Quand j'avais écrit un article sur Alexis Carrel, qui est un prix Nobel de médecine français, qui a travaillé pour l'Institut Rockefeller à New York, j'avais vu un peu le côté eugéniste de Carrel. En fait, Carrel, je pense qu'il était divisé. C'est ma perception des choses. Vous pouvez en avoir une totalement différente en lisant sa biographie, tout ça, mais bon, je m'étais quand même assez informé sur le personnage. Et puis lui, je pense qu'il était un peu divisé entre l'eugénisme rockefellerien, on va dire, et son passé un peu catho-tradit. Okay. Moyenâgeux, là, on va dire. Mais c'est un drôle de mélange, par ailleurs. J'ai l'impression qu'il était coincé entre deux idéologies contradictoires. Mais le fait qu'il était dans l'Institut Rockefeller pendant 33 ans, qui est l'âge maximal qu'on peut pratiquer pour l'Institut Rockefeller. J'ai appris ça, 33 ans, c'est drôle comme chiffre en fait. Ouais, 33, comme le 33e degré maçonnique c'est ça, exactement. Des loges anglo-saxonnes. Oui, il avait fondé aussi, il a fait une fondation en Europe au moment de la Seconde Guerre mondiale, il préconisait vraiment un eugénisme rendu là. Enfin, c'est particulier, mais ses ouvrages, c'est des ouvrages de gens... c'est un ouvrage qui vulgarise la médecine, mais de façon géniale. C'est très bien écrit. C'est des gens qui ont fait des études classiques. Je pense qu'il a été à une école de jésuites. C'est des gens qui savent écrire. Enfin, un personnage très, très intéressant par ailleurs. On n'est pas obligé d'être d'accord avec un personnage pour reconnaître une certaine intelligence. Mais bon, c'était intéressant pour ça. Mais oui, j'avais vu un peu à l'époque l'eugénisme de l'Institut Rockefeller. Ouais. Mais je suis désolé d'avoir coupé. Non, je pense que c'était pertinent pour le... Oui, non, tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc, effectivement, si on se penche sur la famille Rockefeller, on voit finalement que ça a été ça depuis le départ, en fait. Donc, Rockefeller n'est pas l'élite adepte des Lumières. C'est plutôt... ils sont très malthusiens dans leur vision du monde. Ouais. D'ailleurs, c'est intéressant parce que on va revenir au Club de Rome, donc le Club de Rome qui fait ce rapport en 1972, le rapport Meadows. Et le rapport Meadows, en fait, est conçu dans un endroit qui maintenant fait tend à être connu parce qu'on en parle tout le temps. C'est le MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Et c'est en fait l'endroit où on a commencé à émettre des hypothèses très malthusienne concernant l'économie versus la surpopulation. En rapport avec la surpopulation. Donc le rapport qui s'appelle The Limit to Growth a été fait donc en partenariat avec le MIT. Ces gens-là au Club de Rome n'ont jamais cessé justement de préconiser ça. Alors on a l'impression que le malthusianisme s'est fait oublier pendant quelques temps, mais le Club de Rome a vraiment été là pour rappeler un peu les choses, même si, comme je le disais tout à l'heure, finalement, la théorie de Malthus a été complètement invalidée. Mais ces gens-là se sont entêtés à vouloir aller dans le même sens. Donc ils avaient créé ce que je disais tout à l'heure, ce rapport avec un graphique, et donc ce graphique qui démontre qu'à partir de 2020, il y a un effondrement de la population. Ce Club de Rome est devenu important avec le temps. En fait, il s'est greffé dans pas mal d'endroits en politique, en particulier en politique. Et j'ai appris qu'il y avait une branche canadienne, en fait. Il y a un endroit qui s'appelle le Canadian Association for the Club of Rome. Et donc, le Club de Rome a continué à évoluer, tout en changeant plus ou moins de grille de lecture.
C'est-à-dire, enfin, de clé de lecture. C'est-à-dire qu'en fait, le club de Rome a toujours évolué vers ce qu'ils appellent la dépopulation. Ça, il n'y a aucun doute depuis le départ, ça a toujours été comme ça. Sauf qu'il a fallu chercher des causes différentes à chaque fois. C'est-à-dire que donc dans les années 70, il y a un ressurgissement du malthusianisme où on évoque l'économie. Bon, ça tient pas. Le club de Rome a beau faire son lobbying, ça fonctionne pas plus que ça. Et puis finalement, la sauce ne prend pas du tout. Pardon? La sauce ne prend pas. Non, la sauce ne prend pas. Donc ils ont changé un peu leur fusil d'épaule, c'est-à-dire qu'ils ont toujours milité pour la dépopulation, mais après ils sont partis sur plutôt les changements climatiques. C'est la même chose en fait. Oui, en ne mettant pas de côté totalement les problèmes économiques et puis tout ce qui découle de ça, c'est-à-dire les famines, etc., etc. Mais ils ont été, disons, à partir des années 80-90, ils ont été beaucoup plus vers les changements climatiques. Donc en fait, ils ont révisé leur rapport, ils ont fait un rapport. Alors ça, c'est assez incroyable. Ils ont fait un rapport en 91 qui s'appelle en anglais The First Global Revolution, la première révolution globale, si je peux traduire comme ça. Et ça, c'est vraiment un drôle de bouquin. Alors, ce qui est vraiment bizarre, c'est vraiment étrange. Il y a des versions du rapport sur Internet, on le trouve en fichier PDF, mais il y a des pages qui ont été effacées. Donc, si on cherche un peu, on trouve d'autres PDF ailleurs sur d'autres sites, et c'est bizarre, c'est toujours les mêmes pages qui sont effacées. Et en fait, j'ai trouvé une explication. En fait, il disait qu'en 91, quand le rapport est sorti, il y avait des choses tellement évidentes en termes de complotisme, si je puis dire ainsi, que le club de Rome a décidé de distribuer le PDF, enfin pas le PDF, mais le PDF par la suite uniquement à des initiés et à donner une version PDF au public. Donc sur la version PDF du public, il manque beaucoup de pages. Ah, ok. Donc ils cachent leur jeu, c'est ésotérique. Ouais, c'est-à-dire que peut-être qu'ils ont eu peur des réactions des gens, parce qu'apparemment c'était assez cru. Ils ont tellement eu peur que finalement ils ont décidé de s'auto-censurer, quoi. Donc il y a des pages qui ont disparu. Mais malgré tout, dans les pages qui restent, il y a quand même des trucs assez incroyables. Et il y a quelque chose qui est dit très très souvent dans ce rapport-là. Et c'est la conclusion un peu qu'on peut avoir après avoir tout lu. Alors moi je prétends pas avoir tout lu. J'ai pris beaucoup de passages, j'en ai lu pas mal, mais j'ai pas tout lu parce que bon, j'ai pas que ça à faire. C'est pas des bouquins super intéressants à lire, mais faut lire certains passages quand même. Mais ce qu'on peut retenir de ça, c'est la conclusion de ce rapport-là, c'est que l'être humain est finalement l'ennemi. C'est ça qui est dit dans ce bouquin-là. L'être humain est l'ennemi. Donc si l'être humain va vers une mauvaise économie, si la gestion économique est mauvaise, c'est à cause de l'humain. Si le climat est pas bon, c'est à cause de l'humain. Donc finalement, l'humain a le dos très très large dans ce rapport-là. Et finalement, ils mettent ça sur la faute de l'humain. Donc on comprend pourquoi ils veulent une dépopulation après derrière, quoi. Et quand on parle de malthusianisme et d'eugénisme, c'est quoi la distinction en fait? Est-ce qu'on peut parler plus aujourd'hui d'eugénisme que de malthusianisme? Oui, probablement oui. Le malthusianisme en fait est l'idéologie de base. Après, l'eugénisme est un malthusianisme 2.0 finalement. C'est-à-dire qu'on a légèrement changé les variables qui étaient l'économie et puis et la surpopulation pour y agréger autre chose. Mais d'avoir toujours un fond de militantisme en faveur d'une dépopulation. Mais effectivement, aujourd'hui, ce serait peut-être plus de l'eugénisme que du malthusianisme. Mais disons que tous ces groupes-là, tous ces gens-là, ont pris leur source dans le malthusianisme. Ok, d'accord. Et donc, c'est ce que j'expliquais au tout début, c'est là la différence qu'ils font entre eux, finalement, et les progressistes. Le club de Rome n'est pas progressiste. Le club de Rome ne sont pas des adeptes des Lumières. Ils ne pensent pas qu'ils peuvent réformer l'homme. Ils pensent que, comme ils le disent dans le rapport, l'homme finalement est l'ennemi. Donc ça fait froid dans le dos. Franchement, ça fait froid dans le dos. J'ai eu l'occasion, à travers mes petites recherches, de tomber sur un rapport du Club de Rome, mais de la version canadienne.
Alors, ça c'est un rapport qui avait été qui est publié en mai 2007, où il y a 3 choses qui m'ont vraiment interpellé. Bon, c'est écrit en anglais, je vais tenter de traduire rapidement. Mais ils disent dans leur rapport que finalement un scénario possible pourrait être finalement l'imposition du contrôle des naissances par un gouvernement mondial qui posséderait la capacité de l'imposer globalement. Et ils disent en anglais, je vais le dire en anglais et puis après je vais le dire en français, mais ils disent en anglais not a pretty sin, but an alternate to global war, disease and starvation. Donc on se demande comment on peut lire ça. On se demande comment on peut prendre ce genre de phrase là qui dit en fait que c'est pas très très beau finalement à voir, mais que ce serait une solution alternative finalement aux guerres mondiales, aux maladies et puis aux famines. Okay. Et c'est écrit comme ça noir sur blanc sur le rapport. Donc c'est assez incroyable. Et puis autre chose qui m'a sauté aux yeux. Alors ils disent ici que le contrôle de la population, donc des populations, est quelque chose qui doit continuer, qui doit être prioritaire. Et ils disent pour cela finalement que beaucoup de pays, comme le Canada, devraient être en mesure finalement de favoriser l'immigration. Alors je vais expliquer ça un peu. On se demande pourquoi finalement ces gens-là veulent aller vers une dépopulation, mais en même temps ils sont pour l'immigration. Alors je vais l'expliquer. C'est un peu ce que j'avais expliqué puisque Victor, tu étais avec moi quand nous avions parlé avec Monsieur Sirois de l'ONU. Ouais. On s'en souvient. On s'en souvient de cette rencontre très très longue, très longue, où Monsieur Sirois a pris vraiment le temps de nous expliquer les choses. Mais il y avait un point sur lequel on n'était pas en accord du tout. C'était sur le fait que au niveau de l'immigration, selon Monsieur Sirois, les gens faisaient des enfants et ces gens-là allaient continuer à faire des enfants génération après génération. Alors que moi, j'étais plus dans la théorie de dire que finalement, la première génération venait peut-être après l'immigration, mais que par la suite, ils feraient moins d'enfants. Ils feraient moins d'enfants, pourquoi ? Parce que finalement, ils finissent par s'acclimater au capital, et ils font comme tout le monde. Ils priorisent finalement la jouissance immédiate, le matérialisme au-delà de la famille. Ouais, après 2-3 générations, ils finissent par être des aussi petites familles que les Occidentaux. Ouais, 2-3 générations, peut-être même moins que ça. Ça dépend. Là, ouais, ça dépend. Mais disons que M. Sirois n'était pas d'accord avec ça, mais finalement, à ce que je peux voir ici, c'est exactement ça qu'il prônait. C'est-à-dire que, et Bill Gates l'explique très très bien d'ailleurs, dans ses entretiens, il explique que finalement, pourquoi vacciner les gens ? Alors, vacciner les gens, au-delà de ce qu'il peut mettre comme saloperie intérieure, qui pourrait peut-être stériliser les gens, ou micro-pucer des gens, enfin, là on parlerait plutôt de nanotechnologie. Bon, ça reste encore à prouver tout ça. Tout ça est encore très vague. Mais au-delà de tout ça, Gates, comme philanthrope, est convaincu que finalement, en vaccinant les gens vivent mieux. En donnant des moyens à des gens de les sortir de la pauvreté, les gens vivent mieux. Et quand les gens vivent mieux, les gens font moins d'enfants. C'est vraiment tordu comme truc. Oui, non, mais c'est non seulement tordu, les gens qui ont un contact avec la réalité se rendent bien compte que c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, la vie. C'est pas parce qu'on est moins nombreux. Je veux dire, si on garde le même mode de vie, le même mode de production, peu importe le nombre qu'on est, ça va être aussi stérile. En fait, moi, ce que je trouve un peu particulier, là, c'est ma réaction de cette pensée-là. C'est qu'il devrait laisser faire le capital lui-même. Il va finir par avoir un anéantissement de la population qui va se faire de toute façon. Ouais, parce que finalement, le capitalisme l'a prouvé au fur et à mesure des générations. C'est-à-dire qu'au plus les gens accédaient à la richesse, au plus les gens se concentraient sur une carrière et sur une vision matérialiste et moins sur la famille. Oui, exactement. Et plus les gens... se concentrent sur le capital, plus les gens sont prêts, pas nécessairement à se battre eux-mêmes, mais
à envoyer d'autres gens se battre pour eux. Là, ouais, exactement. Mais c'est un peu ça qui fait la différence, encore une fois, entre les deux visions. C'est justement parce qu'il y a une vision qui pense qu'on peut exploiter les gens et puis qu'on peut certes peut-être leur donner un petit coup de pouce pour qu'ils accèdent un peu à un milieu un peu plus favorisé, mais chez les adeptes du malthusianisme et de l'eugénisme, de Bill Gates et consorts, finalement c'est de dire que on est d'accord avec ça, mais qu'il faut quand même limiter le nombre de gens sur cette planète. Ouais. Donc, mais non seulement il faut limiter le nombre de gens sur la planète, mais comment je dirais bien, il y a des gens qui, c'est-à-dire qu'ils croient pas au progrès. Donc, au progrès, les gens n'évolueront pas. Donc, c'est un peu l'aide médicale à mourir appliquée à tout le monde, en fait. Exactement, ouais. Les gens vont être plus heureux si on met fin à leur souffrance. Ouais, c'est vraiment, c'est exactement ça, mais c'est vraiment tordu comme truc. Et on comprend pourquoi finalement ils s'autorisent à se prétendre philanthrope, parce que leur philanthropie c'est ça. C'est vraiment vraiment tordu comme truc. Et comme je disais tout à l'heure, ces gens-là ont changé un peu de leur fusil d'épaule, et donc on est passé à une production économique non viable, soi-disant, finalement à des dangers d'ordre climatique. Ils ont effectivement toutes les bonnes raisons de vouloir supprimer des gens, parce que finalement ils disent qu'ils ont voulu convaincre les gens qu'il y avait des dangers, finalement personne ne les écoute. Donc et en plus ils comprennent pas comment des gens peuvent arriver à être heureux dans la pauvreté. Je pense qu'ils comprennent pas ce boulot-là. Il y a des gens qui, dans la misère, sont pas si malheureux que ça. Moi non, effectivement, quand t'as jamais connu la richesse, tu vis avec ce que tu as et puis t'es pas forcément malheureux. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça prend une discussion philosophique sur qu'est-ce que le bonheur. Mais oui, ça, effectivement. mais je vais poursuivre là-dessus. Donc voilà un peu la vision qu'ils ont. Et on peut comprendre finalement que ces derniers temps, on a eu du rabâchage de dangers climatiques avec la petite Greta qui est venue. Et d'ailleurs que Greta, aujourd'hui, on n'entend plus parler. Hein, mais c'est ça, c'est ce discours dominant qui a été là quasiment depuis les 10 dernières années, qui a été vraiment dominant dans les médias et chez les politiciens. À tel point que donc tout le monde a vu plus ou moins cette conférence TED donnée par Bill Gates en 2009. Conférence dont les gens parfois ont sorti un petit peu les phrases de leur contexte pour expliquer que Bill Gates voulait éliminer des gens. C'est pas exactement ça, mais on est quand même pas loin de ça. C'est-à-dire que Bill Gates, si on regarde bien cette conférence-là, elle est disponible sur YouTube, Bill Gates explique clairement que finalement, le danger, c'est les émissions de CO2 qui sont beaucoup trop importantes. Et donc, il fait un calcul, et dans son équation, pour la réduction du CO2, il y a forcément une réduction de la population. Donc, voilà la source un peu de son travail. Et finalement, on comprend après le reste, on comprend pourquoi il veut vacciner des gens, pourquoi il veut les sortir de la misère. Parce que dans sa tête, en fait, sortir tous ces gens de la misère va pouvoir faire en sorte qu'ils feront moins d'enfants. Oui. C'est vraiment tordu, mais bon, il y a une certaine cohérence dans leur logique, dans leur vision des choses. Il y a une réunion qui a été faite justement en 2009, en mai 2009, qu'on n'a pas vu beaucoup de médias en parler à l'époque. Il y avait quelques médias qui l'avaient évoqué. Il y avait entre autres The Guardian, et puis il y avait le Wall Street Journal, qui disait qu'il y avait eu une réunion entre les hommes les plus riches. Donc il y avait eu Gates, il y avait eu Buffett, David Rockefeller, Ted Turner, Oprah Winfrey. Oui, Oprah Winfrey était là. Et en fait, c'est une réunion où il y a eu des discussions finalement sur l'environnement, sur des problèmes socio-économiques et finalement sur la surpopulation. Et en fait, il n'y a pas eu grand-chose qui est ressorti publiquement de cette réunion-là, si ce n'est que
ceux qui avaient initié la réunion, qui étaient Gates, Buffett et puis Warren Buffett et puis David Rockefeller, ironiquement avaient donné un nom à leur réunion. Ils appelaient ça The Good Club, le club des bons. Il pourrait y avoir le club des mauvais, le Bad Club, mais non, c'était le Good Club. Fait que nous, on est les mauvais. Nous, on serait les mauvais, c'est ça. C'est comme ceux qui prétendent en France être à l'avant-garde de la République. Et donc, s'il y a une avant-garde, c'est qu'il y a aussi une arrière-garde. Ouais, c'est un peu la même chose. Donc ces gens-là se sont dénommés le Good Club. Et puis finalement, bon, il n'y a pas grand-chose, comme je disais, qui sont sortis de là. J'ai aussi oublié, il y avait aussi George Soros et Michael Bloomberg qui étaient là. Et donc... il n'y a pas grand chose qui est sorti de ça, mais il y a quelque chose qui est sorti au niveau de ce que Bill Gates avait dit. D'ailleurs, selon certains, Bill Gates avait monopolisé la parole dans la réunion, mais Bill Gates avait estimé que finalement la projection de 8,3 milliards de gens sur cette planète était déjà trop, et qu'il fallait finalement réguler ces 8,3 milliards pour pas qu'il y en ait plus. Puisque les projections à cette époque-là donnaient... sur un certain temps, j'ai pas le temps exact, mais donner 9,3 milliards de gens. Lui disait à 8,3 milliards, on ferme le robinet. Donc c'est la seule chose qui est sortie de cette chose-là. Et puis on a su, il y avait eu quelques fuites à l'époque, on avait su quand même par la suite, et puis c'est encore très cohérent avec ce que Gates faisait, que la fondation Gates avait financé l'organisation Planned Parenthood aux États-Unis, qui fait des avortements en série. Ils avaient financé en 98 à hauteur de 12,5 millions de dollars. Donc finalement c'est cohérent, tout à fait cohérent avec la pensée de ces gens-là. Il y a un rapport qui remontait un peu à la surface, dont on a parlé sur le site il n'y a pas très longtemps. C'est un rapport de la fondation Rockefeller qui était sorti en mai 2010. Et puis en fait, dans ce rapport-là, ils évoquaient des scénarios possibles. Et c'était assez étrange d'ailleurs, un des scénarios évoqués, par exemple, ce qu'ils appelaient un lockstep, donc un état de confinement suite à une pandémie mondiale. Et en fait, dans le rapport, ils se pensent autorisés à dire finalement que ce qui découlerait de ça, ce serait un leadership autoritaire, et que une fois que la crise serait passée, le leadership autoritaire resterait. Donc c'est assez étrange que les Rockefeller se fassent un petit peu les prophètes comme ça. Ils sont toujours un petit peu en avance sur leur temps, mais c'est un drôle de rapport, quoi. Et ce rapport-là, en fait, il a été, nous on l'a mis sur, on a mis un article qui parlait de ça sur le site. Il y a un rapport PDF, on peut lire. Pour les gens qui écoutent, c'est que bon, les Rockefeller, c'est pas non plus les Rockefeller, je sais pas comment on le prononce. C'est quand ils font un rapport comme ça, c'est pas comme des kidams qui parlent au coin d'une table dans une taverne. Non, effectivement. Ça a des conséquences, c'est ce que je veux dire. Effectivement, les Rockefeller, c'est quand même une institution mondialement reconnue auprès de l'élite, auprès des politiques, donc ils ont forcément une influence importante sur notre vie, finalement, notre vie de tous les jours. Quand ils écrivent un rapport, s'ils ne le réfléchissent pas, ils sont idiots, je veux dire. Ouais, non, tout à fait. Tout ce qu'ils écrivent, il faut qu'ils le réfléchissent un peu. Non, tout à fait, ils écrivent pas des scénarios pour des films, là. Ils écrivent des scénarios possibles pour la réalité. Donc c'est assez, ça fait froid dans le dos quand même, toutes ces choses-là. Mais c'est la réalité. Il y a de temps en temps comme ça des rapports qui remontent. Bon, c'est sûr que c'est pas non plus des choses très super à lire, quoi. On voit des rapports comme ça qui tombent, des rapports qui font 100 pages, 200 pages. Bon, on prend pas une grande joie à lire ce genre de choses là, mais bon, si on passe au travers, effectivement, on peut voir des choses. Si nos auditeurs veulent jeter un œil, ils pourront sûrement retrouver l'article qui est sorti au mois d'avril. Et puis, il y a un lien directement sur le fichier PDF qui est téléchargé à partir de la fondation Rockefeller. Donc les gens pourront lire un peu plus en détail. Je l'évoquerai dans l'émission sur le malthusianisme que je ferai. Ensuite, ce qu'on peut dire de ça, c'est que quand tu te rappelles, Victor,
La dernière fois, on a eu des gens qui ont essayé de nous faire pleurer en montrant des gens du personnel hospitalier qui travaillent très très fort pour aider les gens, mais d'un autre côté, tous ces gens, tout ce spectacle était sponsorisé justement par tous ces gens. C'est-à-dire, il y avait, on appelait ça, c'était quoi déjà? C'était One World, l'émission, Ouais, avec des artistes, des Lady Gaga, Paul McCartney, enfin toutes sortes de gens qui étaient intervenus. Et puis tout ça a été coupé de petits reportages sur ce que fait le personnel hospitalier actuellement. J'avais écrit un article là-dessus qui s'appelle Le bal des faux culs. Et c'est vraiment ça. Et donc cette émission-là, on voyait tous les gens qui sponsorisaient, disons, l'action. Et tout ça était sponsorisé par les gens dont je viens de parler. Donc il y avait la Rockefeller, il y avait Bill Gates, Oprah Winfrey. Donc ces gens-là sont là au bon moment finalement, si on peut dire ainsi. Quand il y a une crise, ils sont là. C'est ça, ils prennent la balle au rebond. Et d'ailleurs... ils veulent votre bien et ils l'auront. Exactement. Et d'ailleurs, pour finir là-dessus, si on se penche sur d'ailleurs le site, on peut aller, j'invite tout le monde à aller voir, jeter un œil sur le site du Club de Rome. Bon, ils font quelques petits articles et tout ça. Et là, actuellement, ils ont écrit un article qui s'appelle A Green Reboot After the Pandemic. Donc Green Reboot, c'est un redémarrage vert après la pandémie. Et en fait, si on lit cet article-là et puis les articles qui tournent autour de ça sur leur site, bon, ils sont en train de faire finalement un rapport qu'ils vont publier et qui vont donner au gouvernement où finalement ils invitent les gens à... Enfin les gens, les dirigeants, comme dirait Dieudonné, à rejoindre l'axe du bien et puis à se convertir à l'écologie mondialiste et de redémarrer une nouvelle société. Et donc c'est un peu ça la volonté qu'ils ont finalement, c'est de redémarrer quelque chose. Et là ils sont en train de dire finalement c'est le moment ou jamais. Ils sont quasiment en train de dire qu'il y aura peut-être pas d'autres opportunités comme ça et que c'est le moment finalement de redémarrer à zéro et de repartir sur des bases où... on va favoriser l'écologie et on va favoriser une économie verte. Et tout ça a l'air très très bien en apparence, sauf que si on lit ça sans avoir lu ce que le Club de Rome fait en termes d'action, c'est-à-dire des populations, on peut se dire que c'est beau. Mais en fait c'est un idéal qui cache des choses quoi. Donc ils finissent leur article en disant en anglais, je vais le dire en anglais, ça dit A clear strategy to reduce the severity of climate change is to produce less and eat less. Donc on s'entend que si on doit produire moins et manger moins, c'est-à-dire qu'il y a moins de monde sur cette planète. Ouais. Je vois pas comment on pourrait nourrir 7 milliards d'âmes sur Terre en mangeant moins et en produisant moins. C'est donc la stratégie ici est pas très claire, mais c'est un message indirect finalement de réduction de population. Ouais. Donc j'invite nos auditeurs à aller jeter un coup d'œil sur le site du Club de Rome et vous allez lire ça, c'est assez drôle quoi. Donc comme je disais, quand on connaît leur historique, donc le premier rapport, le rapport Meadows, qui préconisait finalement un effondrement entre 2020 et 2030, qu'on lit le rapport de 91 qui dit que finalement l'humain est l'ennemi et qu'on arrive à ce genre de conclusion là, on peut finalement s'il y a complot derrière tout ce qui se passe actuellement, et je dis si parce qu'évidemment personne pourrait le dire actuellement, mais s'il y a, ces gens-là sont les premiers suspects. Ouais. Et quand je dis ces gens-là, je parle pas juste du Club de Rome, je parle de tous les gens qui adhèrent à cette vision. Juste pour petite parenthèse comme ça très très rapide. Sur internet, on peut trouver parfois quelques vidéos comme ça sur des déclarations de telle ou telle personne. Et il y avait Ted Turner dans les années 80, qui est un ami intime de Bill Gates, et qui lui préconisait un monde avec 2 milliards d'individus, quoi. On est 7 milliards, donc bon, le calcul est assez simple. Et finalement, j'en avais parlé la dernière fois dans la première, enfin pas la dernière fois, mais l'avant-dernière fois dans la première capsule nous avons fait sur la santé. J'avais évoqué le Georgia Guidestone avec les messages un petit peu, l'espèce de 10 commandements laïcisés qui étaient là-dessus. Et finalement, on peut se demander si c'est pas une élite un peu malthusienne, eugéniste qui est derrière ça, quoi. Puisqu'ils préconisaient aussi, eux, ils disaient il faudrait qu'il y ait 500 millions d'individus sur Terre.
voilà le sujet de ce soir. Donc, comme je disais, s'il y a complot, en sachant tout ça, on peut avoir une idée de qui est derrière et de ce qu'on veut. Maintenant, bon, tout ça reste un peu flou, un peu vague. Et puis, les prochains mois seront assez décisifs et nous donneront un meilleur aperçu de ce qui pourra se passer dans les années prochaines, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Fait que la prochaine fois, c'était... Prochaine émission, ça va être sur l'écologie. Ce sera un peu une extension de ce qu'on vient de parler finalement. Puisque sachant finalement que... ça change tout le temps. Là, oui, sachant finalement que l'écologie est le cheval de bataille de cette espèce de vision mondialiste dont Bill Gates essaie de faire partie. Ça nous donnera quelques petits indices. Je parlerai entre autres de certains articles. J'ai vu des articles où on disait que finalement il y a beau avoir pas de consommation d'essence et que les voitures circulent pas, le réchauffement climatique il a quand même lieu. C'est ce que j'ai vu dans un rapport. Donc on parlera de ça en détail prochaine émission. Et puis j'invite, comme je disais, tous les auditeurs à écouter une capsule spéciale que je ferai sur le malthusianisme en détail. Je mettrai des articles à l'écran, je mettrai des documents, certains documents que j'ai trouvés qui sont vraiment très intéressants et j'avancerai avec des faits réels et puis j'essaierai d'expliquer un peu plus en détail ce que j'ai résumé un peu ce soir. Donc voilà. Merci Victor pour ta participation. Donc on invite tout le monde à rester à la maison, à être bien tranquille, à être très très sage et à être bien docile. Oui, c'est ça. Salut. Merci Victor. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Au revoir.